Louis XIV, le roi Soleil. Le journal secret de Louis XIV partie 4. Bonsoir à tous. On commence l'année 1673, quatrième partie, journal secret de Louis XIV. 10 de janvier. Il semble aux étrangers que je sois très réglé. N'est-ce point nécessaire au prince? Je me lève à 8 heures ou environ. Le conseil me retient généralement de 10 heures à midi et demi. J'entends donc alors la messe, vers 1 heure. Je visite Madame de Montespan. À 2 heures, je dîne en public avec la reine, puis ensuite, c'est le temps de la chasse ou de la promenade. Le soir, il peut y avoir encore conseil ou bien travail avec les ministres. Jusqu'à 10 heures, je m'entretiens avec les dames, ou bien il y a jeu ou comédie ou bal. À 11 heures, après le souper, je vais chez ATH. Je ne me couche jamais sans avoir visité la reine. À la cour, chacun sait où l'on me peut rencontrer. J'écoute chacun, je reçois les suppliques, je m'efforce de répondre à tous. Ce programme n'est sans doute pas le meilleur. Mon confesseur trouve qu'il fait la part trop belle au plaisir, pas assez belle aux dévotions comme aux devoirs. Mais le père Ferrier ne l'ignore point, errare humanum est. 11 janvier. Ce jour, un arrêt du Conseil décide l'occupation de la principauté d'Orange, fief provoquant de la maison de Nassau. Verrue proche de notre Provence, ce n'est que riposte, accident né de la guerre de Hollande. 20 janvier. Je permets aux démonstrateurs du Jardin des plantes de continuer leur leçon sur les plantes médicinales et la pharmacie, d'opérer les malades et de disséquer les cadavres. Cela ne manquera point de mettre en fureur la faculté de médecine. 23 janvier. Monsieur de Louvois m'entretient d'une lettre à lui adressée par Vauban, où ce dernier parle de faire le pré carré du roi. Je croyais cette comparaison d'économie rurale de mon invention, mais si elle vient de Vauban, que cet ingénieur en soit loué. 5 février. La nuit dernière mourut aux Tuileries le sieur Gizet, dessinateur de nos menus plaisirs et de mon cabinet. Il est toi académicien. Il avoit l'an 1662 dessiné les parures du Grand Carrousel. 10 février. J'étends aujourd'hui à tout le royaume mon droit de régal. Il n'est pas de raison de limiter au péché du Nord notre droit temporel de percevoir les revenus des sièges vacants. Et mon droit de nommer en pareil cas au bénéfice ne comportant pas charge d'âme. Le pape sera irrité à coup sûr, mais s'il n'a point à s'immiscer en cette affaire, laquelle dépend du seul roi de France, qui est empereur en son royaume, dont maître après Dieu. 18 février. La nouvelle de Saint-Germain est la triste fin de notre ami Molière, mort la nuit passée sans avoir reçu les sacrements. Il avoua eu une convulsion comme s'achevoit la comédie du malade imaginaire, dut regagner son logis, puis toussa et cracha le sang. Il put réclamer les secours d'un prêtre, cependant que 2 bonnes sœurs prirent à son chevet, mais c'est en vain que son valet et sa servante supplièrent les prêtres de Saint-Eustache d'apporter le viatique aux mourants. Le 22 février. Mademoiselle, Molière et Baron, comédiens, m'ayant supplié d'intervenir à l'archevêché pour que Molière ait une sépulture chrétienne, je soutiens leur demande. L'immunation eut lieu hier. Monseigneur de Halley l'avoit permise sans aucune pompe et avec 2 prêtres seulement. À la cour, comme à Paris, l'on entend dire que les ennuis du pauvre Molière sont un acte de vengeance des dévots, à raison de l'affaire de Tartuffe. Il n'est pas besoin de chercher aussi loin. Monseigneur de Harlay, qui n'est pas un saint, appliqua le rituel diocésain, œuvre de son prédécesseur Gondi, qui nettoie point non plus un saint. Pourquoi donc Paris est-il aussi sévère, alors que la reine ma mère, le cardinal de Richelieu, le cardinal Mazarin et d'autres ont, sinon absous tous les comédiens, au moins absous le théâtre lui-même? On trouve dans le royaume des évêques moins rigoureux et des prêtres plus libéraux. Le 23. Le sieur de La Fontaine, que je n'aime guère, a composé cette épitaphe de Molière. Sur ce tombeau gisent Plaute et Terence, et cependant le seul Molière y gît. Molière, il est vrai, aura pu faire sienne la belle maxime de Terence. Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. On ne trouva point une once de méchanceté dans le bourgeois gentilhomme,
qui est parmi tant de pièces divertissantes la comédie que j'affectionne par-dessus toutes. 24. Une déclaration de ce jour réglemente l'enregistrement des édits et autres actes royaux par les parlements et cours supérieures. Ces compagnies continueront de pouvoir faire des remontrances, mais seulement après avoir enregistré les édits et actes en cause. La monarchie est absolue en France. Notre Parlement n'est point celui de Londres, ce que Dieu me plaise, et ne ressemble pas aux États de Hollande, faute de quoi le Royaume de France glissera vers la forme républicaine. Mars. Colbert montre une fois encore ses talents de législateur et de ministre. Il a mis sur pied, coup sur coup, un code du commerce et une ordonnance sur les corps de métier. Pour moi, j'élargis et précise le grade nouveau de brigadier de mes armées, lequel permet de récompenser des lieutenants-colonels ou des ingénieurs méritants et qui ne pouvaient acheter un régiment. Si la naissance doit être connue, le mérite doit être récompensé. Je souhaite au roi fort d'être nommé quelques jours Louis le Juste, comme le fut le roi mon regretté père. C'est aussi pour être juste que j'ai triplé le montant de la pension que reçoit Madame Scarron, chargée de veiller dans le secret sur les enfants de la belle ATH. Le 24 fut condamnée à mort par contumace Madame de Brinvilliers pour des empoisonnements horribles et répétés. 28 avril. Je vis hier, accompagné de Monsieur, Cadmus et Hermione, tragédie en musique de Quinault, avec les airs et symphonies de Lully, sans oublier les machines et décorations surprenantes du sieur Vigarani, ce qui en faisait un super spectacle dont nous fûmes tous satisfaits. Le 1er mai, ce jour, je quittois Saint-Germain pour rejoindre mes armées en Flandre. 12 mai, à la Bassée, j'appris que monsieur l'électeur de Brandebourg avait définitivement quitté les rangs des coalisés et accepté le traité que nous lui avions proposé. Le père Ferrier, notre confesseur, nous parla d'une enquête entreprise en avril sur les miracles obtenus par la sainte tunique de notre Seigneur Jésus-Christ, conservée et vénérée au prieuré d'Argenteuil près Paris. Grande est l'action de cette relique, grande la foi des pèlerins qui l'honorent, puisque les enquêteurs ont reconnu près de 90 témoignages. 32 juin. Je fis mon entrée à Maastricht, place qui fit sa reddition hier. J'en eus toute la gloire, mais in petto, je dois un peu la partager avec Vauban. Durant le siège mourut le sieur d'Artagnan, brigadier, ancien mousquetaire, alors que nous allions le faire maréchal de camp. Pendant ce même siège, je fis reproche à monsieur de Villars d'aller aux attaques sans permission. Il me répondit qu'il avait espéré mon pardon, d'apprendre le métier de l'infanterie, surtout quand la cavalerie n'a rien à y faire. Le 16 de juillet, à Rethel, j'ai retrouvé la reine et une partie de la cour. Nous allons visiter Verdun, Thionville, Metz et Nancy. Le 24 août, nous couchâmes à Lunéville, en route pour l'Alsace. Nous étions à Nancy depuis le 31 de juillet. Le 15 de septembre, après notre retour en Alsace, nous nous reposons depuis le 8 de ce mois à Nancy. L'été vit 3 combats sur mer, malheureusement indécis. Même appuyés par les vaisseaux anglois, nous n'avons pu mettre en déroute la redoutable flotte hollandoise, encore moins débarquer nos troupes par mer aux Provinces-Unies. Les nouveaux accords entre l'empereur, l'Espagne et l'édit de Provinces-Unies n'arrangent pas du tout nos affaires. Monsieur le Prince et monsieur de Turenne, soit mes 2 meilleurs généraux d'armée, sont en rébellion presque ouverte contre leur ministre, monsieur de Louvois, qui s'en plaint à juste titre. Il paroit que le maréchal lui écrivit « Je ne crois pas qu'il soit du service de Sa Majesté de donner des ordres précis d'aussi loin. » Du 20 octobre, nous sommes enfin revenus ici, le 13. Monsieur de Bussy-Rabutin est à Paris, en congé d'exil, si l'on peut dire. Le 30 septembre, mon cousin, le duc d'York, s'est remarié avec Marie d'Este, fille du duc de Modène. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Princesse catholique, quand vont penser en Angleterre le clergé, la noblesse et le menu peuple? L'Espagne vient de nous déclarer la guerre à charge de réciprocité, alors qu'il nous faut, hélas, abandonner une partie du territoire d'Hollande. Le 4 de novembre, je fus ce jour à Paris afin de rendre visite à Madame la Duchesse d'York. J'en profitois pour voir les travaux de notre hôtel des Invalides. 20 novembre, monsieur de Montecucculi, fameux général au service de l'empereur, prit bonne, qui ne gardera peut-être point car monsieur de Turenne la lui disputera. Mais monsieur de Rochefort prit trêve. Nous faisons jeu égal avec les impériaux. Le 26 novembre, le 23 de ce mois, la citadelle d'Orange se rendit à monsieur le comte de Grignan,
Madame de Sévigné, qui est sa belle-mère, exulte. Le 20 décembre, nous légitimâmes Louis-Auguste, duc du Maine, né en 1670, Louis-César, comte de Vexin, né en 1872, et Louise-Françoise de Bourbon, mademoiselle de Nantes, née cette année. ATH est au 3e ciel. Le 25, fête de la nativité de Notre Seigneur. Monsieur le marquis de Pomponne est à Port-Royal pour Noël, où monsieur d'Andilly, son père, vient de se retirer à nouveau. Je n'entends rien à leur va-et-vient, sinon que la paix du pape Clément leur a donné la clé des champs. 31 décembre 1673. L'année qui s'achève ne fut point toujours heureuse. La guerre d'Hollande devient une guerre générale. Il faudra augmenter la force de notre marine. Les Hollandois sont forts et les Anglois ne sont pas sûrs. Le travail des bâtiments avec Colbert a fait à Paroisse pour les dépenses de l'année un total de 3 463 000 livres, dont 528 000 concernant Versailles, incluant Trianon pour 37 000 francs, et 75 000 les habituelles gratifications aux gens de lettres. Ce dernier article garde son importance moins dans le royaume qu'aux yeux des étrangers. Voici clos l'année 1673. Je vais maintenant vous narrer l'année 1674. Le 8 janvier, nous avons donné la place de chancelier à monsieur le garde des Sceaux Aligre. Madame de Sévigné assure qu'il ne cesse de dormir au conseil, mais c'est pure calomnie. Monsieur d'Aligre est un honnête homme et un vieux sage. Du 14 janvier, je vins à Versailles où monsieur l'ambassadeur de Venise m'offrit au nom de la Sérénissime 2 très belles gondoles pour naviguer sur le Grand Canal. Le 22, le carnaval de cette année est fort gai. Nous eûmes et nous aurons encore une suite de bals, et dans ces bals figureront beaucoup d'enfants. La cour vit avec bonheur une danseuse fort jeune, elle n'a pas 8 ans, mais c'est un chef-d'œuvre. Mademoiselle de Blois, déjà assurée comme une jeune dame, ma fille entra au bal du Château-Vieux au bras de monsieur le prince de la Roche-Aymon, son cousin. Le 27 février, notre cousin Charles II, roi d'Angleterre, a fait sa paix avec les Provinces-Unies. Ce n'est point une bonne nouvelle pour nous. Du 4 mars, monsieur de Navaille prit Grès. Du 14 à Versailles. Aujourd'hui, veille de la fête de Pâques, je fis mon bonjour à la paroisse et ensuite je touchois plus de 500 malades devant l'orangerie. Le 9 avril, nos lettres patentes confirmèrent la fondation de l'Hôtel Royal des Invalides. 10 avril, nous vîmes de Versailles avec la reine et Monseigneur pour assister au baptême au Palais Royal de mon neveu Alexandre Louis, duc de Valois. De là à l'Académie royale de musique où nous vîmes et ouïmes l'Alceste de Lully, belle tragédie en musique dont les répétitions nous avouent été données à Versailles au mois de novembre. J'en fus enchanté, ému jusqu'aux larmes par une symphonie incomparable. Il faudra que Lully la dirige encore à la cour. La ville, elle, toute excitée depuis le mois de janvier par une cabale de comédiens mal intentionnés, ne trouve qu'à médire et de Quinault qui fit le texte, et de Lully, dont les airs sont jugés faibles et ennuyeux. Avant de quitter Paris, nous eûmes le plaisir de goûter la collation de fruits divers préparée à notre intention par mon frère et madame. 22 avril, en route vers la Franche-Comté, enfin. Beaucoup de choses se sont passées depuis le 15 du présent mois. D'abord, nous avons confirmé et augmenté les pouvoirs du lieutenant de police de Paris, monsieur de la Reynie, premier titulaire de la charge. Ensuite, la duchesse de la Vallière, qui en poursuivait le dessein depuis novembre de l'année passée, eut permission de quitter la cour pour se réfugier aux Carmélites de Paris. Elle me fit une visite d'adieu et me tira des larmes, puis me fit remettre ses pierreries à partager entre monsieur l'amiral et mademoiselle de Blois. Le 22 de mai, je fus à Grès le 30 avril, devant Besançon le 2 mai. Cette dernière ville capitula le 15 et sa citadelle le 21. C'est pourquoi j'y fis ce jour une glorieuse entrée. 27 mai, nous arrivâmes devant Dole, qui est la capitale de la comté et dont le siège ne saura durer longtemps. Le 7 juin, Dole a enfin capitulé. Il ne reste à prendre que Salins et Faucognet. Cette Franche-Comté que nous n'avons point voulu garder en 1668, j'ai l'intention d'en faire dès aujourd'hui une province françoise. 23 juin. Monsieur de Turenne, qui traversa le Rhin à Philippsbourg le 12, se heurta le 16 aux impériaux, à Sinsheim, et y en fut victorieux. Les ennemis étaient commandés par le duc de Lorraine et par le comte Caprara. Du 26, nous arrivâmes à Fontainebleau. Le 30 juin, de Fontainebleau, nous sommes allés directement à Versailles. Le 4 juillet, monsieur de Turenne a entrepris de bien ravager le Palatinat.
Nous avons souhaité de célébrer le succès de nos armes dans la Franche-Comté par les fêtes en les jardins de Versailles. L'étranger saura de la sorte que la France a supporté les fortunes de la guerre. La Cour comprendra que ATH, déjà reine sans couronne du grand divertissement de 1668, demeure en faveur. Commencées aujourd'hui, les dites fêtes se vont dérouler jusqu'à la fin du mois d'août. Le 2 août, nous allâmes avec la reine et monseigneur à Saint-Cloud féliciter madame, laquelle accoucha d'un fils qui aura comme monsieur pour prénom Philippe. Du 13, le sieur Philippe de Champaigne, peintre, mourut à Paris hier. Il fut peintre du roi et son talent fut assez grand. Mais il avoua trop d'attache avec les jansénistes. Les fêtes de Versailles nous permirent d'offrir à la cour l'Alcestre de Quinault et Lully et l'Églogue de Versailles des mêmes auteurs. Ensuite, le Malade imaginaire, le 19 juillet, du pauvre Molière. Puis l'opéra de Lully, les fêtes de l'amour et de Bacchus, le 28. Du 14 août, il y a 3 jours, Monsieur le Prince l'emporta à Sénef, village du Hainaut, sur les coalisés que commandoit le prince d'Orange. L'affaire fut rude. Les ennemis perdirent 8000 hommes et nous 3000, mais nous ramenâmes 107 30 drapeaux qu'étendards. Du 18 août, la 5e grande journée des fêtes de Versailles commença par une collation dans le bosquet de la Girandole, continua avec la représentation d'Iphigénie en Aulide, de Racine, belle tragédie d'après Euripide, puis s'acheva avec un feu d'artifice tiré à la tête du canal et réglé par le bras. 1er septembre, hier, soir des fêtes de Versailles, s'achevèrent en une manière de triomphe. Des tracés de lumière marquoient en tout le parc chaque parterre et chaque fontaine, et l'illumination finale fut si magnifique que le grand canal sembla devenu une immense glace de cristal. ATH fut comme toute la cour ravie de ces journées de divertissement, tout à sa gloire. Elle n'en est pas moins jalouse de SC, dont elle sut deviner combien elle peut fixer mon attention et attacher mes regards. Monsieur de Turenne passa les mois d'été à ravager le Palatinat. Du 9 octobre, Monsieur de Turenne gagna un grand combat à Ensheim, le 4 contre les impériaux que commandoit Monsieur de Bournonville. On leur a tué 3000 hommes, pris 10 canons et 30 drapeaux ou étendards. Du 17 octobre, Madame Scarron voudra acheter la terre de Maintenon, à 4 lieues de Chartres, laquelle vaudra 250 000 livres. Du 6 novembre, il y a quelques jours, un gentilhomme de gris, vêtu, peut-être un prince errant incognito, entreprit durant la nuit une nymphe égarée dans le parc de Saint-Germain. Il s'avoua le nom de cette nymphe qu'elle était belle, bonne, pleine d'esprit, mais sage. La nymphe, cependant, se laissa faire et ne lui refusa aucune faveur. Cette nymphe ressembla à s'y méprendre à mademoiselle SC. Et je crois deviner qu'il est toi le prince vêtu de gris. Ce prince est comme moi. Il déteste les femmes légères, il honnie les prudes, il aime les sages. Le 12 novembre, ATH accoucha ce jour d'une fille. Elle aura pour prénom Louise Marie-Anne et j'en ferai volontiers une mademoiselle de Tours. Du 27. Aujourd'hui fut décapité à l'ombre de la Bastille ce pauvre chevalier de Rohan qui conspira contre nous, à qui il aura été difficile d'accorder mon pardon et dont nul ne me demanda la grâce. Du 18 décembre, Colbert menera une belle action de M. d'Amblimont, capitaine de vaisseau, le 22 juillet à la Martinique, devant Fort-Royal, commandant les Jeux, c'est toi le nom pluriel de son unique vaisseau, il mit en échec à lui seul le fameux Ruyter, qu'il attaqua à la tête d'une véritable escadre. Je dois le récompenser sans tarder. Du 31 décembre, ces derniers jours, SC souhaita de quitter la cour, mais je m'y opposois. ATH, qui pourtant m'a demandé de fortes gratifications en faveur de SC, voulut l'éloigner de moi en la faisant duchesse, c'est-à-dire en lui faisant épouser le duc de Villars-Brancas, ce qui échoua. À Versailles, on travaille fort au grand degré, l'escalier monumental que nous avons souhaité. Dans la capitale, le sieur Bullet édifie la porte Saint-Martin, bel arc de triomphe qui va commémorer la conquête de la Franche-Comté. Monsieur Chapelain mourut, il est toit de l'Académie françoise et il aidoit Colbert dans la distribution des pensions aux gens de lettres. ATH trouve déjà que le Clagny du sieur Lepôtre est un trop petit château pour sa faveur. Voudrait-elle vraiment que sa demeure rivalisât avec la mienne ? Avec Colbert, nous examinâmes les comptes des bâtiments.
On a dépensé cette année 3 844 000 livres, dont 892 000 pour Versailles, 127 000 pour Clagny et 104 000 pour Saint-Germain. Le château de mon ami me coûte plus cher que celui de mon père. Voici clos l'année 1674. Nous allons maintenant narrer les annales pour 1675. 2 janvier. J'appris avec joie que M. de Turenne défie la cavalerie des impériaux à Mulhouse le 29 décembre. 8 janvier. M. de Turenne est véritablement l'enfant chéri de la victoire. Il y a 3 jours, il l'a emporté à Turckheim, ville de la Décapole, sur l'électeur de Brandebourg et les impériaux. Le 9, je fis dire à la Compagnie de Jésus que je souhaitais pour confesseur le père de la Chaise, qui est présentement le provincial de Lyon. Le 10, je passois en revue la maison militaire. Le 30 janvier, je fis M. Pédisson, administrateur des biens de Saint-Germain-des-Prés. Mme Scarron acheta la terre de Maintenon, sur la rivière d'Eure, laquelle vaut 11 000 livres de rente. Le 12 de février, je suis satisfait des bonnes manières du père de la Chaise. Du 28 février, j'appelois Mme Scarron, Madame de Maintenon. Elle en rougit de satisfaction contenue. Le 15 mars, en même temps que Colbert, j'écrivis de ma main une lettre pour féliciter M. de Vivonne, qui défie le 11 février la flotte espagnole. Cette rencontre a pour nom Combat des îles Lipari ou bataille de Stromboli. Du vendredi 29 mars, je fus au Palais Royal visiter Madame, qui est indisposée. M. d'Estrades occupa Liège. Du 2 avril, je fis une déclaration confirmant la légitimité parfaite et absolue de mon droit de régal. Le 3 avril, mon ami Saint-Aignan plaida la cause de Bussy-Rabutin, qui brûle de retrouver la cour et Paris. Il n'obtint rien. Je considère le comte de Bussy comme l'une des plumes et des langues les plus dangereuses de France. Le 8 avril, la semaine sainte débute et avec l'aide de Dieu et de M. l'abbé Bossuet, ma rupture avec ATH. Le 11 avril, aujourd'hui qui est jeudi saint, la communion pascale fut refusée à ATH. Le 12, Madame de Montespan fut admirer son cher et beau Clagny. Le soir, je l'entretins de mon intention et lui donnai lecture d'une lettre fort pressante de M. l'abbé Bossuet. Du 13 avril, je fis mes dévotions à Versailles et puis je touchois un grand nombre de pauvres malades. Le 14, ATH ayant accepté la rupture, fit ses Pâques avant de gagner Clagny, son exil doré. Le 15, SC et ATH s'en furent ensemble à Maintenon, d'où cette dernière regagna ensuite Vaugirard. 24 avril, la province de Bretagne est en rébellion, ne tolérant point, par Watil, l'imposition du papier timbré. M. de Turenne entra en campagne. Du 25 avril, ATH savoure son Clagny. SC la compare plaisamment à Didon, faisant bâtir Carthage. Du 26 avril, Madame de Maintenon prit congé de nous. Elle va dans les Pyrénées à Barège, afin d'atténuer le mal du duc du Maine, son pupille chéri. Le 8 mai, les cours supérieures, Parlement, Chambre des comptes et Cour des aides, et le corps de ville de Paris vinrent me complimenter à Saint-Germain avant mon départ pour l'armée. 10 mai, M. l'abbé Bossuet vint me faire part de plusieurs entretiens qu'il eut avec ATH. Il nous croit sincères l'un et l'autre dans notre dessein de séparation, ce qui est vrai, et parfaitement capable d'être persévérant, ce qui est moins assuré car l'esprit est prompt et la chair est faible. Le 11 mai, je partis pour l'armée. Le 31 mai, je crois bien que M. de Turenne campe aux portes de Strasbourg. Le 2 juin, dimanche de la Pentecôte, je fis mon bonjour. Le 6 juin, on m'apprend que M. de Rais envoya à Rome sa démission du cardinalat. Il n'en est pas sûr qu'elle puisse être reçue. Il paroit que ATH communua elle aussi dimanche. Elle est sûrement fidèle à ses bonnes résolutions. Le fameux Montecuculi menaçoit l'armée de M. de Turenne. Du 7 juin, la duchesse de la Vallière fit procession le 4 aux Carmélites de la rue Saint-Jacques à Paris en présence de la reine. Elle a pris le nom de sœur Louise de la Miséricorde. Le sermon fut prononcé à cette occasion par M. l'abbé Bossuet. Du 12 de juin, on sut que M. de Turenne franchit le Rhin près de Strasbourg. Du 17 juin, M. le gouverneur de Bretagne ayant puni la rébellion locale par nombre de rudes logements des gens de guerre, voilà que nos Bretons entestés se mettent en rébellion contre l'édit logement. On sut que la reine fut admirée Clagny. Le 22 de juin, j'ai prescrit ce jour des Tédums pour la prise des 3 places, Dinan le 29 mai, Huy le 6 juin et Luxembourg hier. Du 21 juillet,
Mon voyage s'est achevé ce jour, j'ai gagné directement Versailles, l'abbé Bossuet me chapitra une fois encore, mais sans doute en vain. De Bretagne me vint la nouvelle d'une itérative rebelle à Rennes. Il nous manque vraiment un intendant de justice et police en cette ville. On ne sait pas qui fait la loi dans cette Bretagne. Le gouverneur, le parlement, les États de la province, les agités d'aujourd'hui, à qui l'on donne le nom de bonnets rouges, nos troupes vont y mettre bon ordre. Du 24, ATH n'est plus que charme et douceur. Notre commerce reprit car nous avons la même faiblesse. Du 25, ATH est si fière et heureuse qu'elle s'est débarrassée d'une douceur éphémère. Elle se sent comme la reine de la cour. Du 29, ce soir j'appris une chose atroce. Au moment de livrer bataille à monsieur de Montecuccoli, à Salzbach, au pays de Bade, le brave monsieur de Turenne fut tué par un boulet. Ce fut en son armée la consternation générale, comme ce le sera pour tout le royaume. Je reverrai monsieur de Turenne, qui est toi mon cousin et mon ami. Il m'avoua jadis appris les rudiments de l'art de la guerre. Il partagea avec monsieur le prince et avec Montecuccoli la réputation d'être le meilleur capitaine vivant. Il mourut au sommet de cette gloire, laissant le royaume interdit et bientôt tout en pleurs. Du 31, monsieur de Louvois me persuada de faire tout à la fois 8 maréchaux. Messieurs de Rochefort, de Luxembourg, Montmorency, de Duras, neveu de monsieur de Turenne, de La Feuillade, d'Estrade, de Navaille, de Stromberg et de Vivonne. Le 1er août, j'écrivis à monsieur l'archevêque de Paris, lui ordonnant de préparer un service solennel à Notre-Dame pour le repos de l'âme du vicomte de Turenne. Je signai une ordonnance réglant l'ordre à suivre pour le commandement des armées. Du 4 août, la promotion du 1er de ce mois fait beaucoup parler. Il part à Troyes que nos 8 promus ne représentent roi que la monnaie de monsieur de Turenne. Et monsieur le comte de Gramont ne craignit point d'appliquer à l'un des nouveaux maréchaux de France ce vers fameux de Corneille, la faveur l'a pu faire autant que le mérite. On sut que monsieur de Lorge affronta le 1er de ce mois monsieur de Montecuccoli à Altenheim, en Basse-Alsace. Les impériaux eurent 4000 tués, et nous seulement 800. Monsieur de Lorge eut un cheval tué sous lui pendant l'action. Du 7, Clagny s'agrandit et s'embellit. Madame de Sévigné y admira fort les jardins de le nôtre et compara la demeure de ATH au palais d'Armide. Du 15 août, monsieur de Créqui fut vaincu à Consarsbruck et va devoir se replier sur Trèves. Du 25 août, monsieur le prince obligea Montecuccoli à lever le siège de Haguenau. Je fis mettre le corps de monsieur de Turenne dans une chapelle de Saint-Denis. Turenne a son tombeau parmi ceux de nos rois. Jouis et je lus ce vers sans connaître l'auteur. Le 7 septembre, à Saint-Denis furent célébrées les obsèques. Le 9 septembre, on célébra ce jour à Notre-Dame de Paris un service très solennel pour monsieur de Turenne. L'appareil funèbre avait été ordonné par le père Ménestrier. L'oraison funèbre fut dite par monseigneur de Lombès. Nous sûmes une chose bien affligeante, trahi par ses officiers. Monsieur de Créqui aura signé il y a 3 jours la capitulation de Trèves qu'il pensoit défendre longtemps. Le voici, prisonnier de guerre. Le 18, je sus que le Sacré Collège refusa que monsieur de Rais démissionnât de son titre de cardinal. Le 24 de septembre, on apprit que le duc Charles IV de Lorraine était mort le 18. Le prince Charles, son neveu, devint duc sans duché. Le 30 septembre, monsieur le prince sut tenir en échec monsieur de Montecuccoli, mais il semble là, heureusement, il paroit qu'il en va de même pour son adversaire. Le 10 octobre, on joue à la cour pour les sommes folles. Je ne sais qu'il y a quelque chose d'immoral dans le jeu, mais ce qui attire et retient à la cour les seigneurs est une chose utile au royaume, l'antidote du complot et de la fronde. Du 16 octobre, Daquin se demande pourquoi, depuis le début du présent mois, je suis si souvent troublé par des vapeurs, il ne parvient point à en saisir la cause. 3 novembre, pour la Saint-Hubert, je donnai à madame le plaisir de courir le cerf. Le 9 novembre, madame de Maintenon, de retour de Barège, me vint trouver tenant par la main monsieur Dumaine, lequel marchoit presque sans aide. L'eau fit peut-être des miracles, mais elle y aida. Le 21, le corps de monsieur de Turenne sera transporté dans la chapelle royale des Bourbons à Saint-Denis dès que celle-ci sera achevée. Du 25, la rumeur m'attribue pour favorite madame la princesse de Soubise, laquelle se contente de rechercher ma faveur en me refusant ses faveurs. Le 2 décembre,
Je reçus à Saint-Germain monsieur le prince, qui est toi demeuré en Alsace jusqu'au 15 de novembre. Il est heureux d'avoir su décourager monsieur de Montecuculi, mais il n'est point en bonne santé et voudra quitter le service. On croit qu'il en va de même de son célèbre adversaire, qui aura dit qu'un homme de sa sorte, qui avait eu l'honneur de combattre contre Mahomet Croproli, contre monsieur le prince et contre monsieur de Turenne, n'alloit sûrement point compromettre sa gloire contre des généraux novices. Le 31 décembre, je vérifie avec Colbert les comptes des bâtiments pour l'année qui s'achève. Il marque 2 919 000 livres, Versailles coûta 814 000 francs, Saint-Germain 128 000 et le palais d'Armide, Clagny, 464 000. Car ATH et Mansart ont vu grand. À Versailles, l'on continue à décorer le grand degré. Voici terminé l'année 1675. Je vais poursuivre maintenant avec l'année 1676. Le 11 de janvier, monsieur l'abbé Fléchier de l'Académie françoise, lecteur de Monseigneur, prononça hier à Saint-Eustache une belle oraison funèbre de monsieur de Turenne. C'est d'homme, prononça-t-il, qui portoit la gloire de sa nation jusqu'aux extrémités de la terre, par des exploits dont la mémoire doit être éternelle. Du 14 janvier, je nommois d'importants magistrats à la chambre de l'Arsenal. Le 19 janvier, on sut que le sieur Duquesne et le marquis de Prely tinrent en échec près de Stromboli l'amiral hollandois Ruyter, lequel est généralement considéré comme le plus grand homme des mers de ce temps. Peut-être est-il plus à son aise dans les mers amarrées. Colbert ne cache pas sa joie. Ce ministre, qui jamais ne rit, mais apparut souriant. Il a tout lieu d'être fier des progrès de la marine. Samedi 1er février, je passois en revue ma maison militaire et la gendarmerie dans la plaine d'Ouille. Le 4 février, nous sûmes que Duquesne, après avoir habilement contourné la Sicile, mouilla en rade de Messine, apportant à nos alliés beaucoup de réconfort et quelques ravitaillements. Le 5 février, j'accordois une abolition aux Bretons qui s'étoient révoltés l'année passée. Du 15 février, on sut que le sieur Boss, graveur, mourut hier à Paris. Il était de la RPR, avait une grande réputation en son art, mais son esprit intraitable lui avait valu l'inimité de monsieur Lebrun et l'avait fait chasser de l'Académie de peinture. Du 16 mars, le duc de Valois mourut au Palais Royal la nuit dernière, âgé de moins de 3 ans. Monsieur et madame pleurent leur premier-né. J'irai à Paris afin de les consoler. Du 32 mars, monsieur de Louvois fit arrêter à Liège la marquise de Brinvilliers, recherchée pour plusieurs empoisonnements. Le 3 avril, nous fîmes sauter il y a 3 jours la citadelle de Liège. Le samedi 4 avril, en cette veille de la fête de la résurrection et pour marquer le jubilé, je pris le parti de me séparer de ATH. Le jour, il est proche de mon départ pour la Flandre. Elle quittera de son côté Saint-Germain et tout sera dit. Mon dessein me coûte car, en dépit de son humeur changeante, je lui demeure fort attaché par son esprit, sa beauté et autres éminentes qualités au réel attrait. Cependant, ATH, qui par ailleurs me fatigue, m'irrite et me ruine, n'est plus tout à fait l'élu de mon cœur. Ma première amie ne se nomme plus ATH, mais SC. L'âme presque en repos, je fis ce matin mon bonjour à la paroisse, avant d'aller toucher les malades sur la grande terrasse. Le 8 avril, monsieur de Louvois corrigea les plans élévation de Mansart pour les 2 églises de l'hôtel des Invalides. Nous pensons que le sieur d'Orbay n'a point les capacités de Levaux. C'est pourquoi Mansart a pris peu à peu la première place, tant à Paris qu'à Versailles. À propos de Versailles, Lebrun commence le décor du Grand Degré, une œuvre qui l'occupera au moins 3 années, voire plus. Le 16 avril, comme il était prévu, ATH quitta Saint-Germain et de mon côté, je partis afin de rejoindre mon armée dans les Flandres. Le 21, je joignis le camp devant Condé. Le 26, j'eus la joie de recevoir la capitulation de cette ville. Le 2 mai, nous apprîmes que M. Duquesne, lieutenant, général et le chevalier de Valbel, chef d'escadre, l'emportèrent sur l'amiral Ruyter près d'Agosta, province de Syracuse. Si Duquesne se décidoit à abjurer les erreurs de Calvin, il méritera assurément d'être fait vice-amiral. Du 3, le procès de la marquise de Brinvilliers pour les empoisonnements dans la famille Dreux d'Aubray débuta le 29 au Parlement. Le 11 mai, l'amiral Ruyter mourut à Syracuse des blessures reçues en Agosta. Honneur au courage malheureux. Ce rude ennemi est toi un grand marin et un honnête homme. Le 22 mai, monsieur reçut la capitulation de Bouchain. Depuis 10 jours, avec mon armée, je couvra le siège de crainte de l'arrivée du prince d'Orange. Du 24 mai, jour de la Pentecôte, je fis mon bonjour. Du 21 juin, monsieur de Langeron
capitaine de vaisseau, nous apporta la nouvelle d'une grande victoire remportée à Palerme sur la flotte hollandoise et espagnole par le maréchal de Vivonne. Duquesne et Gabaret s'y distinguèrent. Duquesne commandant l'avant-garde, le chevalier de Valbel fut blessé. Le mercredi 8 de juillet, en campagne depuis 3 mois, j'eus plaisir à regagner Saint-Germain. La reine et monseigneur, informés de ce retour, avaient eu la prévenance d'aller à ma rencontre. Je pris connaissance d'une lettre de M. Dallet, Pavillon, impertinente en dépit d'un style respectueux. Ce prélat, dont nul n'ignore la liaison avec les jansénistes, condamne non sans audace ma décision d'étendre le droit de régal. Le 12 juillet, voici nos résolutions du jubilé et du samedi saint, réduites en poudre et en poussière. ATH est de retour à la cour. Les charmes de cette fée, noble et altière, opérèrent plus que jamais, et mon montre assez ma foi blesse. L'U et SC n'y peuvent rien contre non plus que la pauvre reine, ma femme. Du 16, le Parlement condamna Madame de Brinvilliers à une mort infâme et méritée, ce qui ne surprit personne. Le 17, Madame de Brinvilliers, laquelle avoir retrouvé la foi depuis 2 jours sous l'influence de monsieur l'abbé Pirot, son confesseur, alla au supplice avec tant de courage et de soumission que le peuple de Paris pleura et se partagea ses dépouilles comme on fait des reliques des saints. La cour est à Versailles depuis lundi, où je pense demeurer plusieurs mois durant. Le 28 juillet, le pape Clément X Altieri mourut à Rome le 22. Nos cardinaux devront être plus vigilants au prochain conclave. Le 2 août, comme je disois parlant de Philisbourg assiégé, je crois que nous ne pouvons point secourir Philisbourg, mais quand cela se roi, je n'en respecterai pas moins le roi de France. Monsieur de Montausier répondit: s'il est vrai, sire, et si vous le sauriez encore, même ayant perdu la comté, les 3 évêchés et autres provinces récemment réunies par vos prédécesseurs, c'est toi bien passé. Les courtisans firent la grimace ou devinrent blêmes. Cependant, je répliqua: je vous entends bien, monsieur de Montausier. Je trouve bon ce que vous dites, car je vous sais fidèle, loyal, honnête et patriote. Si cet Alceste n'exista point, Dieu devra l'inventer. Ses paroles sont parfois rudes, mais souvent il parle d'or. Le maréchal d'Humières, prière, investi le 21, rendu le 31. Demain, je fais roi Vauban, maréchal de Caen. Il a 43 ans et le mérite bien tant il nous sert. Je sus qu'on parle beaucoup de la faveur de Madame la princesse de Soubise. ATH en est jalouse, alors qu'elle aura lieu plutôt de jalouser SC, son ancienne protégée. Du 5 août, si l'on parle de jalousie, il est assuré que Colbert et Louvois se jalousent. Depuis 3 ans, ce dernier gagna fort en importance, au point d'incommoder mes généraux d'armée, puis ensuite de se prendre quelque peu pour un connétable. Dans l'affaire de Madame de Brinvilliers, il appert que le marquis de Louvois voulut gêner et compromettre Colbert en faisant un mauvais procès à monsieur de Pammoutier, sa créature. Que les Colbert et les Tellier de Louvois rivalisent autant qu'ils le désirent pour le service de la couronne et de l'État, mais que leur chamaillis ne s'étale point au grand jour et à vue de tous. Le 21 août, j'ai envoyé mon ami le nôtre transformer en un beau parc le jardin à demi sauvage de Maintenon. ATH est dans ses bons jours et nous vivons en paix à Monomotapa, la paix à son prix. Je ne pense pas aux habits, aux joyaux, aux pertes aux jeux, mais en 3 ans, Clagny, ce beau caprice, m'a déjà coûté 800 000 livres. Le 22 août, sans attendre que les traités confirment notre souveraineté, toute nouvelle sur la comté, nous ordonnons la translation à Besançon du Parlement de Dole. Du 2 septembre, M. de Schomberg obligea le prince d'Orange à lever le siège de Maastricht. Madame de Soubise, qui s'est toujours refusée à nous, malgré que ATH ait toujours pensé le contraire, a pris décidément ses distances. Mais ATH, dont la jalousie diminue parfois l'esprit, étant persuadée que la faveur Soubise me pousse du côté de la chanoinesse, en quoi elle travaille contre son intérêt. En effet, Lu est fort belle, quoique âgée de 34 ans, et son commerce est un vrai ragoût. Madame, qui ne surveille guère ses paroles, va partout disant que la faveur de Lu permet au roi très chrétien d'abandonner les péchés mortels pour un péché véniel. Puisse Lu est chanoinesse et se rattache de la sorte à l'Église. De plus, cette dame est très aguerrie à ce que vous devinez, et moi aussi. Du 21 septembre, M. de Lorraine se rendit maître, le 17 de Philisbourg. Il m'apparut que la faute en revint au maréchal de Rochefort, mais celui-ci est protégé par le marquis de Louvois, qui crut bon de faire plutôt des reproches à M. de Luxembourg. Du 29 septembre, de Rome vint la nouvelle de la conclusion du conclave. Le nouveau pape fut élu le 21. Le cardinal Odescalchi
prit le nom d'Innocent XI, on le dit bon et sage. Le 5 octobre, je me rendis à Saint-Cloud avec la reine, monseigneur et toute la cour pour le baptême du duc de Chartres, Philippe d'Orléans, qui a 2 ans, et mademoiselle de Chartres, Élisabeth Charlotte, qui naquit le 13 du mois dernier. Monsieur et madame nous offrirent une délicieuse collation, puis ensuite un opéra. Du 15 octobre, un nouveau règlement de marine crée dans les arsenaux des écoles de canonnage. Le 21, notre ordonnance d'hier prescrit la capture des mendiants à Paris et dans un rayon de 4 lieues par les archers de l'hôpital général. On sut que le roi Jean Sobieski avoit traité avec les Turcs. Le 5 novembre, M. de Langlais, qui partage avec Dangeau le privilège de s'enrichir au jeu sans violer la morale, offrit à Madame de Montespan une robe toute d'or qu'en pensa être l'ouvrage des fées. On en parle autant que jadis, on parla du chien d'Alcibade. Les initiés pensent que l'Anglais n'a rien donné, mais ne se risque point à révéler que derrière ce don des fées, il y a eu le don du roi. Le 26 décembre, nous traitâmes avec nos alliés de revers les malcontents de Hongrie. Les bâtiments nous coûtèrent 2 millions cette année, dont 742 000 francs à Versailles et 410 000 pour le beau Clagny. Eh bien, je vais conclure, je vais vous faire quand même un petit rab, parce qu'elle n'est pas très longue. Je vais terminer cette 4e partie par l'année 1677. Du 15 janvier, une déclaration en date de ce jour prévoit la peine de mort contre ceux qui volent dans les maisons royales. Le 23 janvier, Racine de l'Académie françoise fit jouer depuis le 1er de ce mois une tragédie nouvelle, Phèdre et Hippolyte, qui est, dit-on, inspirée d'Euripide, de la mythologie. Il semble que les connoisseurs en petit nombre en pensoient du bien. Mais certains dévots la disent païenne et d'autres la jugent janséniste et dangereuse. Quant au public ordinaire, influencé par une cabale, il boude cette pièce et la dénigre au profit d'une autre, Phèdre, en partie imitée ou copiée, qui est du sieur Pradon. Je suis désolé pour Racine, que j'estime fort. Le 24 janvier, j'ai de grands projets pour embellir et agrandir Versailles, qui deviendra un jour prochain ma demeure principale, je le veux. Et je compte sur Mansart pour m'y aider activement. Du 26, Colbert m'apprit que M. le comte d'Estrées put à la mi-décembre reprendre Cayenne aux Hollandois. Voilà une excellente nouvelle qui fait encore honneur à la marine et à Colbert. Le 10 de février, il n'est question à la cour, comme à la ville, que des 3 petits traités que vient de publier en janvier M. le chevalier de Méret. Ils ont pour titre des agréments de l'esprit, de la conversation. Il paroit qu'ils définissent ce que doit être l'honnête homme de nos jours en ce royaume. Le 27 février, ATH, qui est gros, s'est tout agité à l'idée de mon départ demain. Moi, je suis tout heureux de mes rencontres et entretiens avec lui. Il faut toutefois que je gagne la Flandre pour inspecter mes fortifications, lever le quartier d'hiver et forcer la victoire, car la guerre dure depuis trop longtemps et nous coûte trop. Du 9 mars, la tranchée est ouverte devant Valenciennes, en Hainaut, en face de laquelle place je me trouve depuis le 4 de ce mois. Le 17 mars, le maréchal de Luxembourg prit aujourd'hui Valenciennes d'assaut. Du 5 avril, je pris Cambrai. La citadelle ne tiendra sans doute qu'un petit nombre de jours, vu que les défenses y sont peu nombreuses. Le 12 avril, Monsieur gagna hier sur le prince d'Orange une belle victoire au Mont-Cassel. L'ennemi eut 5000 hommes de tués, tout son bagage perdu, et nous fîmes 3000 prisonniers. Je ne veux point peiner mon frère, mais il doit partager la gloire acquise ce jour avec son mentor et guide, monsieur le maréchal de Luxembourg. À propos du prince d'Orange, on sait qu'il va épouser la princesse Marie Stuart, fille de mon cousin le duc d'York et nièce du roi Charles II d'Angleterre. Le 20 avril, fier de sa gloire neuve, monsieur reçoit la reddition de Saint-Omer. 23 avril, on sut que le marquis de Preuilly, lieutenant général des armées navales, fit sur les Espagnols des prises importantes dans la mer Méditerranée. Le 31 mai, je retrouverai avec joie mon Versailles et nous resterons jusqu'au mois d'août. Je me rends compte que l'U est tenu depuis plusieurs mois pour ma favorite. Une fois encore, le public est trompé car mes sentiments pour elle déclinent et je ne vais pas tarder à le lui montrer. ATH, une fille, le 4 de ce mois. Nous l'appellerons Françoise Marie et elle sera une seconde mademoiselle de Blois. Du 2 juin, Racine s'est marié hier. Il semble que l'échec de sa Phèdre l'a profondément affectué. Il parle d'abandonner les lettres, mais point la nouvelle femme qu'il a. Le 8 juillet, le duc de Navaille l'emporta sur les Espagnols en Catalogne, au col de Bagnols. Le 12 juillet, Colbert m'invita et reçut la cour à Sceaux. Il fit jouer pour nous le Phèdre de Racine, que je jugeois belle, sans y trouver ni paganisme, ni jansénisme, ni quoi que ce soit. Du 20 juillet, nos lettres patentes érigent la manufacture royale de Villeneuve en Languedoc,
Elle produit des draps pour le commerce des échelles du Levant. Du 21 juillet, je sus que par Colbert que le chevalier de Château-Renaud, chef d'escadre, avoit, le 13 de l'entrée de la Manche, défait une escouade hollandoise. Le 30, Lü quitta la cour pour un couvent. ATH resplendit de joie et retrouve sa beauté pour avoir recouvré son crédit. Du 9 août, plus patriote qu'il n'y a 100 blois, la noblesse ne songe qu'à rejoindre nos armées. 17 août, le prince d'Orange dut pour la seconde fois lever le siège de Charleroi. Malheureusement, les défaites et les déboires ne fussent point à le décourager. C'est un ennemi terriblement têtu et obstiné et fort courageux. Le 6 octobre, je fis Racine et Boileau d'Espreaux, mes historiographes avec 6 000 francs de pension. Ce choix plut beaucoup à Madame de Montespan, laquelle sait distinguer les meilleurs de nos gens de lettres. Le 10 octobre, le maréchal de Créqui gagna au Kranchesberg, près de Saverne, un combat de cavalerie sur Charles de Lorraine. Le 25 octobre, le bonhomme d'Aligre mourut âgé d'85 ans. Il avoua un moment qu'il dormoit volontiers au conseil. Il m'apparoit que l'important office de chancelier de France devait revenir à monsieur le Tellier, le plus ancien et le plus fidèle de nos ministres. Du 23 novembre, j'ai peu parlé de Madame de Maintenon. Elle passa tout l'été dans les Pyrénées à Barèges, puis à Bagnères, pour la santé du duc du Maine. De retour à Versailles, elle tomba malade des fièvres d'Amérique ou mal des palus. J'eus connaissance, cet après-dîner, d'un beau succès dû encore au maréchal de Créqui. Le 17 de ce mois, après seulement quelques jours de tranchées ouvertes, il s'empara de Fribourg dans le Briscoe. On peut affirmer que c'est là le couronnement d'une campagne glorieuse. Du 24, le vieux Corneille est de nouveau à la mode. Ses anciennes pièces sont rejouées l'une après l'autre. Madame fut à l'une d'elles et se félicita et l'auteur et lui assura qu'il préparerait une nouvelle comédie. Le 10 décembre, le premier président de Lamoignon, magistrat vertueux et savant, mourut la nuit dernière, regretté de tous. Le 12 décembre, on sut que Monseigneur Pavillon mourut dans son diocèse d'Alais. En odeur de sainteté, disent ses amis et ses partisans. Ce prélat entêté s'est montré hostile au formulaire et non moins hostile à l'élargissement légitime de mon droit de régal. Du 13 décembre, il y a 3 jours, le maréchal d'Humières reçut la capitulation de Saint-Ghislain, place du Hainaut. J'ignore ce qu'est advenu de Madame de Ludre. Il est assuré que la belle ATH profita de l'absence de sa rivale SC et de l'éloignement de Lü. Du 31 décembre, comme chaque année, je fis avec Colbert l'examen des comptes annuels des bâtiments. Les dépenses se montent à 2 444 000 livres. Sur cette somme, on trouve 1 090 000 francs concernant Versailles, où Lebrun continue sa décoration du grand degré, encore 366 000 francs pour Clagny et 186 000 livres pour Saint-Germain. Les gratifications aux gens de lettres vont à 66 000 francs. Cette longue guerre contrarie tous nos desseins. Il est temps que nos ennemis reconnaissent leur défaite. Eh bien, je vais clore cette quatrième partie du journal secret de Louis XIV et cette année 1677. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour commencer la 5e partie qui sera de 1678. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu ce soir écouter Histoire de France, journal secret de Louis XIV et la fin de cette 4e partie. Je vais donc clore ce salon et je vous souhaite une bonne soirée et à tout de suite pour ceux qui veulent me rejoindre sur Libre Antenne. À mardi pour une autre Histoire de France. Nous espérons que le récit sur Louis XIV partie 4 vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle Histoire de France, le journal secret de Louis XIV partie 5.